Fin de l'été. Dans les médias français, un fait divers fait irruption. On en vient maintenant à cette disparition inquiétante dans l'Isère. Maëlys, une fillette de 9 ans, a subitement disparu dans la nuit de samedi à dimanche. Avec ses parents, la petite fille participait à une fête de mariage dans cette salle polyvalente de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Pendant plusieurs semaines, les médias s'emparent de ce qu'on appelle désormais l'affaire Maëlys. Une enquête pour enlèvement a été ouverte. Des opérations de recherche sont menées dans la région. Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère, la semaine dernière, c'est dans cette commune que Maëlys a disparu. L'attention médiatique est retombée, mais sur le terrain, les recherches continuent. Nous avons rendez-vous avec Dalila et ses amis, 3 mères de famille qui, depuis le 27 août dernier, se sentent investies d'une mission. Vous êtes essoufflés là? Un petit peu là. On est un peu dans la jungle en fait. C'est la première on fois. y arrive. C'est la première fois que vous faites une battue dans ce style? Non. Pas la première fois, mais avec autant d'eau. Oui. Tant d'eau et que ça soit boueux, mais non, c'est pas la première fois, non. Oh punaise! Depuis la disparition de Maëlys, Dalila et ses amis multiplient les recherches. Sur leur temps libre, elles tentent à leur manière de faire avancer l'enquête. Putain, c'est pas possible. Comme lors de toutes les précédentes fouilles, les 3 jeunes femmes ne trouveront rien. Elles continueront à chercher malgré tout. Un peu déçue quand même. Mais au moins, voilà, on se couchera ce soir en disant ça c'est fait, on a un endroit à plus chercher. Voilà. C'est un phénomène né aux États-Unis. Là-bas, on l'appelle le web sloughing, littéralement les limiers du web. Des anonymes qui se mobilisent via Internet dans des affaires criminelles non résolues. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Maëlys, plusieurs groupes se sont ainsi constitués sur les réseaux sociaux. Nous retrouvons Dalila à son domicile. Elle est à la tête d'une page Facebook qui compte plus de 9000 abonnés, créée dès le lendemain de la disparition. Le fait divers l'a touchée. Maëlys a 9 ans, l'âge de sa propre fille. Tout de suite, je me suis sentie envahie, pas bien, et je me suis tout de suite mis à la place des parents. Je dis, mon Dieu, pauvre petite. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas à ce moment-là, créer une page. Tout de suite, vous avez pensé aux recherches? Oui. Je sais pas pourquoi, mais oui, tout de suite, j'ai pensé aux recherches. Elle reçoit chaque jour des dizaines de messages et commentaires, des anonymes qui essayent à leur manière de contribuer à l'enquête. Mais Dalila reste lucide sur sa place et sur ses démarches autour de l'affaire Maëlys. On ne dit pas qu'on est gendarme ou enquêteur ou quoi que ce soit, loin de là. On est juste des parents, des papas, des mamans à qui ça peut arriver tous les jours. Mais tous ne sont pas aussi sérieux que Dalila. Sur Internet, certains membres de la communauté sont plus vindicatifs. Même si c'est lui, il y a forcément un complice. En 1 heure, il n'a pas eu le temps de lui faire du mal et faire disparaître le corps. Je pense à un trafic d'enfants. Faudrait qu'il recherche là-dessus. Certains vont même jusqu'à divulguer des informations confidentielles. 06 68 20. Faut faire mettre sur écoute son téléphone. Serge Pueyo couvre l'affaire Maëlys pour RTL et Le Parisien. Il observe de près ce phénomène. Les gendarmes, effectivement, quand ils voient des gens s'exprimer comme si c'était des enquêteurs alors qu'ils n'ont aucun élément sur le dossier, aucun élément sur l'enquête et qu'ils commencent à porter des jugements définitifs sur tel ou tel suspect, sur telle ou telle personne, voilà, ça perturbe là aussi beaucoup plus les investigations que ça n'aide à résoudre l'énigme actuelle. Donc forcément, pour les gendarmes, tout ça est aussi assez négatif. Désormais, à chaque fait divers médiatisé, le même scénario se reproduit. Sur Internet, des anonymes jouent les enquêteurs, échangent des informations, échafaudent des théories. En France, tout a commencé en avril 2011 avec l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ce père de famille, accusé d'avoir tué sa femme et leurs 4 enfants. Sur Facebook, plusieurs pages avaient alors vu le jour. Thibaut Reiss avait suivi cette affaire pour Le Parisien. Il nous raconte les méthodes parfois limites de ces enquêteurs du web. Pour trouver les éléments que vont trouver ces cyberenquêteurs, il va y avoir parfois des méthodes de hacking, des choses comme ça qui ne sont tout simplement pas légales, comme la publication de correspondances privées. Et là, effectivement, on déborde du cadre simplement de la cyberenquête citoyenne pour arriver dans quelque chose de finalement illégal. Ce phénomène, nouveau en France, existe depuis longtemps aux États-Unis. Des milliers de personnes s'adonnent au web sleuthing. Ils décortiquent, analysent et commentent les faits divers. Quelles sont leurs motivations? Benjamin Bruel est journaliste pour Mashable.
il a lui aussi enquêté sur ce sujet. Il y a d'une certaine façon un appel du morbide un petit peu, quoi, c'est-à-dire l'attrait du fait divers pur et dur, quoi. Et en même temps, il y a le fait de se regrouper au sein de communautés pour arriver à trouver quelque chose que personne d'autre n'a trouvé, que la police n'a pas trouvé, que les journalistes n'ont pas trouvé. Et ça, c'est un peu grisant pour les personnes qui font du web sleuthing. Aux États-Unis, le média de référence s'appelle websleuth.com. Un site web où près de 130 000 personnes échangent sur des centaines d'affaires différentes. Et depuis peu, une émission de radio en ligne. Welcome, my true crime darlings, to Web Sleuth Radio. My name is Tricia Griffith. Derrière ce succès, une femme, Tricia Harrington Griffith, à la tête du site depuis 2004. Cette papesse de l'enquête sur le web mène une existence discrète à Salt Lake City, en plein cœur de l'Utah. Le Tube est parvenu à la contacter. Lentement mais sûrement, la police vient sur WebSleuth pour lire ce qui s'y passe. Ils réalisent que WebSleuth peut vraiment leur fournir un vivier d'informations. Nous n'avons pas leur expérience, mais ce que nous avons, ce sont des milliers et des milliers de regards nouveaux qui s'intéressent à des affaires. Sur une histoire qui date de 20 ans, par exemple, nous pouvons trouver de nouveaux faisceaux d'indices. Et moi, je vous garantis que nos membres sont souvent capables de trouver ce dont la police a besoin. Le phénomène du web sleuthing débouche même parfois sur des success stories médiatiques. Exemple le plus emblématique, le podcast Serial. Un feuilleton audio téléchargé plus de 70 millions de fois. Probably heard of it. It's a digital program that has taken the world by storm. Audiences truly all around the world are finding the podcast Serial riveting. À l'origine de ce podcast, une journaliste qui a enquêté sur un meurtre survenu à la fin des années 90. Something's doesn't make sense here in this case, and I don't know where the problem is, and so it really is just me trying to figure that out. Son travail a même abouti à la réouverture du dossier, preuve que derrière les enquêteurs du web se cachent parfois de fins limiers. Bonjour Lilia. Bonjour Isabelle. On vient de voir dans votre reportage que ces enquêteurs du web tentent d'aider les autorités, mais parfois il y a des dérives. Oui, il y a des dérives. On a un exemple récent aux États-Unis, dans l'Indiana, en début d'année, 2 petites filles sont retrouvées mortes. Très vite, les autorités diffusent un portrait robot, mais très vite aussi, les internautes commencent, eux, à diffuser des photos d'hommes qui, selon eux, ressemblent au signalement. Évidemment, ces hommes n'ont rien à voir avec l'affaire et la police a dû intervenir. C'est ce que nous explique Louise Boyle. Elle est journaliste pour le Daily Mail et elle a enquêté sur cette affaire. Les internautes se sont servis de ce portrait robot pour le comparer à des photos de repris de justice et d'hommes ordinaires. Et en ont tiré des conclusions que la police a considérées comme dangereuses pour l'enquête. Ils ont donc demandé à ces gens d'arrêter de faire des hypothèses et de les laisser travailler pour résoudre eux-mêmes cette affaire. Les autorités américaines qui voient donc plutôt d'un mauvais œil ces enquêteurs amateurs. Elles leur ont d'ailleurs trouvé un surnom, The Armchair Sleuthing. On peut le traduire en français par enquêteur en pantoufles. D'accord, merci beaucoup Lilia pour ces précisions.